Donc bienvenue dans cette session qui va parler de JavaScript, quelques bonnes pratiques, quelques difficultés qu'on peut rencontrer, des choses à faire, des choses à ne plus faire. Je vais passer une bonne partie du temps devant le laptop, je vais essayer de coder en live, si ça ne marchera pas on passera en mode copier-coller pour éviter les problèmes. Hop. Qui suis-je? En gros, développeur depuis une vingtaine d'années, passionné par le web, mais pas que. Je fais un peu de photographie en amateur, je suis papa de 2 filles et je suis gamer, même si ça commence un peu à diminuer, mais j'essaye de continuer à pratiquer. Je vous invite à me suivre sur Twitter, sur LinkedIn éventuellement pour parler boulot, et voire même sur Instagram si vous faites un peu de photos, on pourra échanger et partager. Alors on va faire un peu d'histoire très rapidement. JavaScript, c'est un langage qui a été développé par Netscape Communication lorsqu'ils ont recruté Brendan Eich. En fait, ils avaient déjà une plateforme en Java, donc c'était un langage qu'ils connaissaient, mais ils ont voulu dynamiser le web et rendre ça programmatiquement accessible. Et donc, ils ont confié la mission à ce gaillard. On n'était pas en agile à l'époque, mais on ne faisait pas trop du waterfall non plus chez Netscape, et donc il a pondu JavaScript en 10 jours. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que fatalement, ceux qui en ont déjà fait le savent autant que moi, c'est que ce langage est quand même parsemé de bizarreries, et on va voir ça en détail après. Alors, malgré ces bizarreries, il y a eu quand même une tendance à standardiser JavaScript, qui pour le coup porte le nom ECMAScript, mais ça n'est jamais qu'un synonyme. Et là aussi, l'histoire a été particulière. Donc on a commencé en 97 ou en 97 pour nos amis français. Une première version a été développée, enfin publiée, ensuite une deuxième, une troisième, c'était vraiment les balbutiements. Et puis on a eu ce qu'on appelle la guerre des navigateurs, où Internet Explorer se bagarrait fort avec Netscape, puis l'émergence de Firefox, etc. Et là, fatalement, chacun a commencé à implémenter une version de JavaScript différente. Et le standard ECMAScript a eu beaucoup de mal à émerger. Cette difficulté justement à émerger a mené au fait qu'il n'a jamais été publié. Ils ont publié une version 3.1 en 2007 avec ce que les navigateurs quand même faisaient ensemble, et toutes les spécificités restaient la spécificité des navigateurs. Finalement, les oppositions sont terminées plus ou moins en 2008. Certains accords ont été passés, je vous passe les noms des grands acteurs, vous les connaissez. Et on a désormais des versions d'ECMAScript qui commencent à être standardisées et implémentées de manière standard dans les navigateurs et dans Node.js. Voilà, les dates sont là juste pour référence. Attention que la version à partir de ECMAScript 8, qui s'appelle ECMAScript 2017, ce sont des synonymes qui sont justement pas faciles déjà à intégrer, il n'y a que le moteur V8 de Chrome qui les implémente à 100%. Les autres, typiquement Chakra pour Edge ou je ne sais plus, même les autres moteurs, WebKit par exemple, ne le supportent pas encore, donc ça ne sert à rien de commencer à développer les applications en ECMAScript 8 pur. Évidemment, derrière on peut transpiler votre code pour le rendre compatible avec Babel, etc. Mais ce n'est pas le cadre de cette session. Alors JavaScript, on en dit beaucoup de bien, on en dit beaucoup de mal, il a quand même des qualités, c'est qu'il est, maintenant qu'on a un standard qui est développé, supporté assez largement, autant par les navigateurs que côté serveur. C'est un langage impératif et structuré, donc c'est quelque chose que vous connaissez, si vous avez fait du C, du Java, etc. Il est dynamique, ça veut dire qu'on peut potentiellement modifier un objet, lui ajouter des propriétés à travers des mixins, etc., sans devoir créer un nouvel objet. Donc ça rend parfois le développement plus facile, parfois un peu plus spaghetti code, comme on pourrait le qualifier. Il est orienté objet, on peut créer des objets. Alors à la base, c'était plutôt des fonctions qui étaient considérées comme des objets, parce qu'en JavaScript, presque tout est un objet. Désormais, on a des classes, comme on va le voir par la suite, avec le support de l'héritage, de la surcharge, des choses comme ça. Il est fonctionnel, en tout cas on peut l'utiliser comme un langage fonctionnel. Alors c'est pas du tout mon domaine, j'ai fait très peu de langages fonctionnels comme F#, etc. Mais on retrouve des constructions à peu près semblables qu'on peut utiliser en JavaScript. Il supporte les expressions régulières, plutôt bien même d'ailleurs, ce qui en fait un langage de qualité. Alors je vais passer sur le PC pour vous montrer 2-3 choses assez étranges. Bon, la première c'est ça. Alors personne ne va implémenter Fibonacci de cette façon,
Mais ça vous montre un peu la puissance de JavaScript. On peut écrire ça. Alors, c'est pas de moi. Je l'ai trouvé sur le net. J'ai pas la moindre idée de pourquoi et comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Si je lance un interpréteur Node et que je copie-colle ce code, et que je demande une itération de diff Fibonacci, ben on voit que le 10e élément, c'est 55, et si je mets 100, c'est ce nombre-là. Vous voyez que c'est assez rapide même, malgré que le code semble complètement farfelu, mais ça fonctionne. Alors ça tire parti de tout un tas de défauts et de malformations de JavaScript, mais ça fonctionne. Alors, à côté de ça, je vais repartir de la base. Il y a un gros problème en JavaScript, c'est la notion de vrai ou faux. En fait, il y a une notion de vrai ou faux, mais il y a une notion de presque vrai et presque faux, ou semblable à vrai ou semblable à faux. Donc, par exemple, si j'écris ceci, ben, fatalement, true, c'est true, donc il rentre dans mon scope de mon if et on affiche dfd. Mais si, par exemple, je tape ceci, c'est une string, donc ça n'a pas une valeur vraie, ça n'a pas une valeur fausse. En fait, c'est vrai. Il estime qu'une string est vraie, et donc il rentre quand même dans le if. Par contre, si je dis que je prends une string vide, eh bien là, il ne rentre pas. Si c'est une chaîne de caractères mais vide, bah c'est pareil, il estime que c'est vrai. Donc c'est un peu particulier la notion de vrai ou faux. Alors depuis je ne sais plus quelle norme, on a introduit des opérateurs plus stricts. Donc si par exemple j'écris ceci, bah évidemment pour le commun des mortels c'est pas censé être vrai parce qu'on compare deux choses. On compare un nombre d'un côté et on compare une string de l'autre. Et en fait JavaScript va essayer d'interpoler, d'interpréter ce qu'il trouve et va probablement tout convertir en numérique ou tout en string, il faudrait vérifier. Par contre, on a à notre disposition des opérateurs plus stricts, donc le triple égal, qui va, au-delà de vérifier la valeur, d'abord vérifier le type. Et ici, évidemment, comme les types sont différents, on va retrouver false. À l'inverse, on a l'opérateur de négation, qui est point d'exclamation et deux égales, où il fait la comparaison inverse de manière plus stricte. Autre bizarrerie, on pourrait s'attendre à voir quelque chose qui renvoie true, donc 3 est plus grand que 2, qui est plus grand que 1. Moi, ça me paraît assez vrai, et pourtant c'est faux. Étrange. Alors ça s'explique, hein, si on regarde un peu le comportement, c'est qu'il va probablement comparer 3 et 2, il va renvoyer true, et puis il va vouloir comparer true et 1, et c'est probablement différent. Ou alors il le fait dans l'autre sens, il compare 2 et 1, et puis c'est true, et 3 est supérieur à true, c'est probablement false, quelque chose comme ça. Donc on voit que la notion de true ou false, c'est un petit peu particulier, donc je vous invite d'utiliser les opérateurs strictement égaux et différents. Alors au niveau des nombres, on a des choses assez intéressantes aussi. Par exemple, si on veut parser un nombre qui se trouve dans une string, bah, ça fonctionne plutôt bien, il me trouve 42. Par contre, si on veut parser ceci, évidemment, ce n'est pas un nombre, Fabien, c'est logique. Par contre, si on lui dit que c'est dans un radical bien précis, donc on lui dit que cette chaîne de caractères, c'est de l'hexadécimal, pas de problème, c'est un nombre. C'est assez bizarre. Alors, on a d'autres choses un peu étranges. Par exemple, si on veut additionner deux nombres, mais qu'on est un peu bourrin et qu'on a mis l'un des nombres dans une chaîne de caractères, pas d'erreur. JavaScript se dit « Ok, je vais tout transformer en string. C'est probablement ça que le programmeur voulait faire. Et donc, je vais concaténer. » Très bien. Maintenant, si on a fait une faute de frappe et qu'on a mis 2 plus ici, ok, bah à ce moment-là, on pense que c'est plutôt une opération arithmétique qu'il faut faire. Donc, évidemment, n'écrivez pas ceci dans vos applications. On a des choses aussi assez étranges au niveau de la précision. Donc si je mets 16, 9, évidemment là il a du mal à savoir exactement quelle est la valeur du nombre, et donc ce n'est pas le nombre avec 16, 9, mais c'est le nombre juste au-dessus, il fait un arrondi. Donc si vous avez des calculs avec application bancaire, etc., gardez ça en tête que les très grands nombres, ce n'est pas pour JavaScript. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des espèces de constantes, par exemple not a number. Donc not a number permet justement de valider parfois qu'on a bien un nombre. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai voulu parser mon prénom, il a dit bah, c'était pas possible, c'est pas un nombre. Mais ce qui est paradoxal, c'est que si on regarde le type, donc on a un opérateur typeof qui nous permet de retourner le type de n'est pas un nombre, bah, c'est un nombre. C'est bizarre, hein? À côté de ça, on pourrait se dire, ok, mais est-ce que pas un nombre, c'est égal à pas un nombre?
Ça me paraît logique que c'est égal. Je vais mettre un triple égal. Non. Il y a n majuscule, pardon. Eh ben non, pas un nombre n'est pas un nombre. Bizarre aussi, quoi. Ça, c'était pour les nombres. Alors, il y a d'autres choses assez intéressantes, c'est par exemple au niveau des tableaux. Donc si je prends un tableau, je vais insérer des nombres, par exemple ceci, si je les tape convenablement. Donc là, j'ai un tableau, 4 éléments simplement, mais j'ai une propriété native qui est sort, qui me permet de les trier. Donc on s'attend évidemment à retrouver 0, 1, 5, 10. Non, on trouve le 10 avant le 5. Ça vous semble normal, vous ? Alors, probablement que derrière, il y a une comparaison qui se fait sur la string, parce qu'il va transformer tous les nombres en string, et que fatalement, dans une string, le 1 du 10 vient avant le 5. Bizarre. À côté de ça, on peut faire des choses un peu étranges, comme par exemple ceci. On pourrait presque se dire, tiens, dans certains types de calculs, on veut additionner 2 tableaux. Et on s'attend finalement qu'on récupère un tableau avec les valeurs 5, 7 et 9. Bah non, JavaScript décide de faire quelque chose comme ça. Ça n'a pas du tout de sens. Après, on imagine qu'il essaye de concaténer, donc il va transformer le premier tableau en une string, et puis il va concaténer le deuxième avec, mais ce n'est pas le résultat naturel auquel on pourrait s'attendre. Par contre, si on prend des tableaux avec un élément et qu'on veut les multiplier, là il s'en sort. Voilà, bizarre. À côté de ça, on peut faire des tableaux, je vais le faire comme ça. On peut créer des tableaux sans éléments. Donc là, le simple fait de mettre une virgule va probablement créer un tableau à 2 éléments, mais les éléments sont non définis. Tout va bien. Par contre, donc pour vérifier, on voit, il n'en a créé qu'un. Alors je m'attendais à ce qu'il en crée 2. Mais il y a bien un élément quelque part, vu que la longueur est de 1. Alors si je demande c'est quoi l'élément 0, c'est undefined, ok. Mais si je lui demande trouve-moi l'indice de l'élément qui se trouve à la position 0, il devrait me trouver 0, évidemment, on connaît la position. Hop, j'ai tapé arrêt, pardon. Hop. Et bien là, il me dit -1. Donc la méthode indexOf renvoie -1 quand il ne trouve pas l'élément. Donc voilà, dans la gestion des tableaux, il faudrait être prudent aussi, il peut faire des choses un peu étranges. Alors à côté de ça, admettons que je crée un tableau de plusieurs éléments, ok, comme tout à l'heure, il y a 3 éléments mais vides, et que je demande de les rejoindre, donc c'est une méthode built-in qui permet de créer une string avec tous les éléments du tableau. Ben, il y en a quand même un qui a décidé de ne pas prendre. Allez savoir pourquoi. Attention aussi avec ce genre de méthode. Ok, donc pour les tableaux, on a vu que c'était un peu bizarre. Alors au niveau des expressions régulières, là c'est aussi assez comique. Donc si je crée une expression régulière, je vais essayer de ne pas faire de faute. Voilà. Hop. Donc là, je crée une expression régulière pour matcher foo b, et je dis qu'elle est globale, donc il va catcher de manière globale la string et qu'on est insensible à la casse. Okay. Alors, on va tester une string, laquelle foobar, par exemple, typiquement. Et là, il match, évidemment, on a au moins 4 lettres dessus. Par contre, si on recommence, il ne match plus. On recommence. Il match. Comme vous en doutez, on recommence, il ne match plus. Ça n'a aucun sens. Alors là, je n'ai même pas d'explication à vous fournir, je peux juste que constater que c'est complètement hallucinant. Et il doit y avoir quelque chose qui fait qu'au niveau de l'objet regex, il garde la dernière chose qu'il a matchée, et puis quand on lui passe un nouvel input, il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, il faudra aller voir le code source de l'implémentation de V8 pour comprendre. Alors au niveau des dates, c'est pas beaucoup mieux, donc si je crée une date, donc là, c'est maintenant, à peu près 10h35, ouais, tout va bien. Par contre, si je dis, tiens, donne-moi le mois, on est quel mois? On est le mois d'octobre, de novembre, donc ça devrait être 11. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Bon. Même mon code n'a pas l'air bon, get month. Voilà.
Je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas gardé ma variable no. Et donc on s'attend à recevoir 11, mais non, on reçoit 10. Donc vous le savez, dans l'informatique, souvent, la plupart du temps, même sauf pour les derniers des Mohicans qui font du VB, les tableaux sont indexés à 0. Et donc malgré que, d'un point de vue entre guillemets business, je veux dire, tout le monde connaît le business des mois et les calendriers, le mois de novembre c'est 11, mais ils ont décidé de l'indexer à 0, ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc attention. Je pense que ceux qui ont fait un peu de JavaScript se sont déjà fait avoir par ce genre de petites bêtises au niveau des dates. Alors là, je ne vais pas tout taper le code parce que c'est un peu long. Hop, pas ça. C'est lequel? C'est celui-là. Donc au niveau du langage, on va généralement terminer les statements par un point-virgule. C'est ce qui est conseillé entre nous, entre développeurs, mais ce n'est pas quelque chose de formel. Il faut savoir que le point-virgule n'est pas obligatoire. Si on ne le met pas, l'interpréteur, qui va faire une précompilation de votre code, va essayer de mettre les points-virgules où il faut, parce qu'il va analyser le code. Donc typiquement, sur la ligne 2 et 3, on déclare deux variables. On n'a pas mis de point-virgule après la première variable, il devrait dire « OK ». Je vais interpréter ça. Mais en fait, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a quelques cas particuliers, justement, dans ces deux cas-ci, qui vont faire que ça ne marche pas. Donc ici, on affecte des variables globales, A et B, avec une valeur 1. Au sein d'une fonction, on déclare de nouvelles variables A et B, mais qui sont scopées à la fonction. Donc il ne devrait pas y avoir de clash avec les variables au-dessus. On assigne 2, et puis on demande, tiens, affiche-moi la valeur de A et B. Ici, comme je copie-colle dans un interpréteur dynamique, il risque d'avoir régulièrement des undefined, etc. À chaque fois qu'il interprète une ligne, il essaye de faire un output. La plupart du temps, il n'y a pas d'output, pas d'inquiétude avec les undefined. Mais on se rend compte qu'il est affiché 1 et 1, alors qu'on avait mis 2 et 2 dans la fonction. Donc, non, en fait, c'est le résultat attendu, c'est étrange. OK. Il faut savoir qu'avec Visual Studio Code, en fait, il comprend quand on fait des erreurs. Et la plupart du temps, quand on sauve, il rajoute les points-virgules où il faut, donc cet exemple tombe un peu à l'eau. Mais c'est exactement la même chose ici. Dans une fonction, on va retourner un objet, et après, normalement, ici, le return, il va mettre un point-virgule dans son interprétation, parce que ce serait comme ceci, normalement, qu'il faudrait l'écrire. Et on va se rendre compte, en fait, qu'il va retourner undefined plutôt que renvoyer l'objet qu'on a créé dans la fonction. Ouais, si je fais ceci, c'est mieux. Pourquoi je suis sorti de Node, en fait ? Et là, on voit qu'il retourne undefined alors qu'on pensait renvoyer un objet. Donc, de nouveau, position des accolades a été perdue à cause du fait qu'il rajoute un point-virgule derrière le return. Encore une bizarrerie à ne pas faire. Donc, pensez à bien mettre des points-virgules, même si ce n'est pas spécifié au niveau de la norme. Alors là, il y a des choses aussi sympathiques. Je vais arrêter de taper du code pour gagner peut-être un peu de temps. Au niveau des fonctions, je vais cacher ça. On peut créer des fonctions et dynamiquement ajouter des attributs aux fonctions. Donc, par exemple, là, je crée une fonction f1 et je dis que la propriété foo, en fait, prend la valeur d'fd. Si je mets ça dans mon node, tout va bien. Et pourquoi il sort chaque fois? Il m'affiche bien dfd. OK. Mais si maintenant j'assigne quelque chose à la propriété name, évidemment, il faut recommencer. Ah là là. Pourquoi il sort de Node, ça je ne comprends pas. On voit que la propriété name ici est désormais undefined. Non, pourquoi il met F1, it's not defined. Petit couac. Donc. OK. C'est marrant parce que j'ai fait ce code-là hier soir sur un autre ordinateur avec une autre version de Node. Et en fait, en Node 8, on ne peut pas écraser la propriété name. Et sur cette machine, je suis en Node 10 et là, visiblement, on peut. Donc ça, c'est un peu particulier. Donc on oublie, c'est très bien. Et là où ça devient intéressant, c'est justement ceci. Donc je vais cacher le reste, ça n'a pas d'importance. On peut faire une espèce de métaprogrammation en tirant profit des défauts de JavaScript. Donc on crée une string, toute simple, mais qui contient le mot constructeur. Et si on accède au premier élément de cette string et à l'élément constructeur du constructeur et de manière 3 fois, on se retrouve en fait avec la possibilité d'évaluer une string, ce qui est évidemment un problème de sécurité potentiel que vous pouvez imaginer.
Alors, si je tape ceci, on s'attend pas du tout à ce que ça puisse fonctionner. Donc on arrive à évaluer la partie ici qui se trouve dans la string, malgré qu'à la base on n'avait ni une fonction, ni un objet, ni quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu particulier. Alors évidemment, j'imagine que personne ne va écrire ce type de code dans ses applications, mais ça permet de voir encore un peu où sont les défauts et les trous de JavaScript. Alors, dans les versions plus modernes de JavaScript, on a la possibilité de d'utiliser un indexeur. Et ce que je vois beaucoup dans les applications chez des clients où je passe, c'est qu'on confond l'indexeur avec le mot-clé in et l'indexeur avec le mot-clé off. Donc, si j'ai un tableau avec des noms, qui sont les organisateurs du DVD, on pourrait écrire ceci, for const name in names, et afficher le nom. En fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, si ça fonctionne, mais ça va itérer les propriétés de l'objet, et pas les valeurs du tableau. Donc là, on a 4 éléments dans le tableau, donc on a potentiellement 4 propriétés sur l'objet du tableau, et en fait, il va accéder aux 4 propriétés, ce qui n'est pas du tout le résultat qu'on souhaite obtenir. Ce qu'on veut, finalement, c'est itérer sur le tableau et afficher le nom des organisateurs. Donc faites bien attention à ne pas confondre un for quelque chose in et un for quelque chose off. Ok. J'ai un PowerPoint, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a passé déjà tout ça en revue. Maintenant, on va attaquer la partie bonne pratique. Et comment écrire du code un peu plus maintenable, ou en tout cas, qui ne va pas s'engouffrer dans les failles et les erreurs de JavaScript. Au niveau des variables et des constantes, on va oublier tout de suite le mot-clé var. Ça, c'est vraiment quand on développait des sites dans les années 90 et 2000. On va vraiment favoriser le mot-clé const et le mot-clé let. Const pour une constante. Donc là, le moteur JavaScript va s'assurer que vous ne puissiez pas modifier la valeur qui est déclarée comme const. Et le mot-clé let pour justement des variables qui peuvent, enfin, c'est le nom le dit, qui peuvent être modifiées, qui sont variables. Donc si je reprends mon interpréteur, ici, si je déclare une variable pi, et que je dis est-ce que pi est plus grand que 3, d'accord, et si je dis que pi c'est 42, fatalement on ne peut pas assigner de variable. Alors faites attention quand même parce que si vous créez un objet avec le mot-clé const, vous ne pourrez pas réassigner un nouvel objet, mais vous avez le loisir de modifier toutes les propriétés de l'objet. Donc faites attention, const c'est juste sur le pointeur, même s'il n'y a pas de pointeur en JavaScript, le pointeur mémoire pour dire ok, on ne peut pas changer l'adresse qu'il y a dedans, mais on peut modifier vers quoi ça pointe. Accessoirement, si vous voulez vraiment créer un objet que vous ne puissiez pas modifier, vous allez utiliser la méthode static freeze sur la classe objet, et là le runtime va s'assurer que même si vous essayez d'assigner une nouvelle valeur à une propriété de l'objet, qu'une erreur soit levée. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ok. Alors, on n'a plus besoin de tout ça. On est sur quoi, la fonction? Alors, au niveau des fonctions, c'est pas ça. Ça, on a déjà vu. On est dans les bonnes pratiques. Au niveau des fonctions, on va tirer maintenant profit de ce qu'on appelle les arrow functions. Je ne sais pas si en français on appelle ça des méthodes flèches, mais on va rester sur arrow function. Pourquoi on dit arrow function? Parce qu'on utilise l'opérateur égal plus grand que, qui ressemble un peu à une flèche. Donc, à l'ancienne, si on avait un tableau et qu'on voulait, par exemple, filtrer, on utilisait la méthode filter. Et on passait un callback, donc une nouvelle fonction, où on recevait en paramètre l'item, donc l'objet qui était sur lequel on itérait dans la méthode de filtre, et on pouvait faire return false si l'item, par exemple, je sais pas moi, si item est supérieur à 4, on renvoyait false ou true, et ça permettait de filtrer. Désormais, je vous invite à utiliser plutôt arrow function, par exemple comme ceci, qui permet de filtrer ce tableau et de récupérer qu'un élément sur deux en utilisant l'opérateur modulo. Pourquoi c'est intéressant? On va le voir déjà, premièrement, ça marche, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte du callback, donc typiquement le n flèche n%2, on capture en fait le contexte dans lequel on se trouve. Donc on le verra plus tard sur un autre exemple, mais lorsqu'on utilise le mot-clé 10, il est bien de savoir ce que veut dire ce 10. Est-ce que c'est dans le contexte externe, etc. On peut se retrouver parfois avec des bugs. Donc on a désormais les arrow functions pour ceux qui font du C#, c'est quelque chose que vous connaissez depuis un moment.
Dans le même genre, sur une méthode for each, donc là on ne renvoie pas un objet, mais on peut faire un traitement. Donc sur tout le tableau, on affiche l'élément courant et on le multiplie par 2. Donc là, il n'y a rien qui est renvoyé, d'où le undefined, mais on peut faire un traitement aussi sur chacun des éléments en direct. C'est justement ce que je disais ici avec le mot-clé 10. Donc ici, on a une fonction qui va s'exécuter automatiquement. C'est nécessaire pour justement avoir un contexte. Dans ce contexte, on va créer une propriété answer égale 42 qui est liée à cette fonction et on va lancer 2 timeouts. En fait, le premier timeout où on lui passe un callback et on va dire tiens affiche-moi ce 42 et un deuxième timeout où on va lui dire affiche-moi ce 42 mais en utilisant justement l'arrow function. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le premier essai, c'est undefined parce que ce 10, comme il n'est pas capturé à travers l'arrow function, c'est le 10 qui est du contexte d'exécution. Donc ici, c'est l'interpréteur node, et il n'y a pas de variable answer sur l'interpréteur node. Tandis que dans le deuxième cas, on lui passe un callback, mais avec une arrow function, et donc le 10 est capturé. Alors désormais, on a la possibilité de passer des paramètres optionnels. Et donc ici, j'ai une fonction add, où je dis que le troisième paramètre n'est pas obligatoire, mais on lui donne une valeur par défaut de 3. Et donc, si j'appelle ma méthode add en lui passant 1 et 2, on voit qu'il retourne 6 parce qu'il a pris le troisième paramètre avec sa valeur par défaut. Évidemment, si je passe ceci, ce sera égal à 3, parce que là, le paramètre a été écrasé. Donc très intéressant. Par le passé, on écrivait à chaque fois 2 méthodes différentes dans lesquelles on testait est-ce que le troisième paramètre est nul, oui, non. J'appelle ma deuxième version. Là, c'est plus nécessaire. Alors il y a l'opérateur REST, c'est un opérateur un peu particulier, c'est le 3 petits points. Dans certains cas, il s'appelle l'opérateur REST, dans d'autres cas, il s'appelle l'opérateur spread. Dans ce cas-ci, en fait, ça permet de prendre tous les paramètres non nommés, donc ici les paramètres A et B sont nommés, et tout ce qui vient derrière, à partir du troisième paramètre, ne sont pas nommés, et donc on va tout rassembler en un tableau, malgré qu'on passe 1, 2, 5, 20 éléments derrière. Et donc vous voyez dans ce petit exemple, on passe 1 et 2, puis on passe 3 paramètres. Eh bien, on a décidé que dans cette méthode, on allait additionner les 2 premiers paramètres et la longueur, le nombre en tout cas, de paramètres supplémentaires qui a été passé. Évidemment, ça n'a aucun sens de faire ça dans une vraie application, mais ça nous permet d'écrire par exemple une méthode dont les 2 paramètres sont fixes, et puis à partir du troisième, c'est un nombre variable de paramètres. Et du coup, ça n'aurait pas de sens de créer une fonction avec A, B, C, D, E, F jusqu'à Z, admettons, et se dire, tiens, on peut aller jusqu'à 26 paramètres, mais la plupart du temps, on n'en a que 2. Eh bien, à ce moment-là, on va utiliser cet opérateur 3 petits points pour tout stocker dans un tableau. Et si on était dans le cas d'une vraie méthode d'addition, eh bien, on ferait une boucle sur le tableau et on additionnerait tout au sein de la boucle. Ah, je perds mon casque. OK. Alors la suite. Au niveau des chaînes de caractères, on peut faire des choses aussi assez sympas désormais. C'est l'interpolation de variables. Donc, par le passé, vous alliez écrire hello plus ma variable. Hop. Et puis vous allez continuer votre string et potentiellement plein de fois comme ça. C'est pas très efficace parce qu'il y a chaque fois une nouvelle string qui va être créée entre chaque plus et il va reconcaténer, donc au niveau occupation mémoire, c'est pas efficace. Désormais, on a le backtick qu'on peut utiliser. Et donc ici, j'ai créé 2 variables, here et year, et on voit que j'utilise l'opérateur backtick, ça c'est peut-être un peu petit, malheureusement, mais je crée une chaîne de caractères et j'interpole les variables avec l'opérateur $ et accolade, et du coup ça devient une expression. C'est pour ça que dans le premier cas où je prends juste la variable où on se trouve, dfd, mais dans le deuxième cas, je peux faire une multiplication et je peux faire plein d'autres choses. C'est vraiment une évaluation du code. Alors, je n'ai pas la moindre idée de pourquoi Node se casse la figure quand je fais des copier-coller, mais en tout cas, il n'a pas affiché ma string. C'est sympa ça. Donc on va la faire comme ça alors. Donc ici j'avais mis hop.
Voilà. Donc utilisez et abusez de cet opérateur backtick parce que lorsque vous construisez des grandes chaînes de caractères, voire vous préparez un email avec tout un tas de variables, monsieur, madame, nom, prénom, URL de callback, que sais-je, c'est vraiment pratique d'utiliser ceci. Surtout que cet opérateur backtick va respecter les sauts de ligne aussi. Donc si vous faites, je ne sais pas s'il va être d'accord ici dans l'interpréteur, non. Peut-être avec Shift Enter. Non. Ici, dans l'interpréteur, ça ne marche pas, mais admettons que vous construisiez un email avec des sauts de ligne, justement, dans la version texte et non dans la version HTML. Eh bien, il va garder ces sauts de ligne dans la chaîne de caractères. Il y aura vraiment un \n, donc c'est plutôt cool. Alors, au niveau des objets, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, admettons que je crée une variable price, toujours ce petit 42 qui va bien. Une variable quantité, on va dire 5 pour la salle 5. Admettons que je dois créer un objet justement qui contient ces deux propriétés. Typiquement, ce qu'on faisait avant, on crée un objet comme ceci, voilà, et puis on mettait quantité, ou peut-être qu'on l'écrivait autrement, on mettait quantité comme ça, hop. Bon, je le tape mal, mais c'est pas grave. Et vous créez un objet. Désormais, c'est quand même plus pratique et plus concis d'écrire directement ceci. Donc il va interpréter le nom de la variable, et si on ne met pas de points avec une valeur, il va estimer que cette propriété doit s'appeler price et quantity, et qu'il va remplacer les propriétés par les valeurs qui sont les valeurs de la variable. Donc c'est plutôt pratique. Les gens qui font un peu de React connaissent ça probablement bien. À côté de ça, on peut faire des choses même plus complexes. Si je reprends cet exemple-là, on peut avoir des propriétés dont le nom est calculé. Donc ici, si je crée une variable myProp et que je dis que la string vaut total, eh bien, je vais créer un nouvel objet où en fait, je veux que le nom de la propriété soit la valeur en fait de ce qui se trouve dans la variable myProp. Et derrière, je peux même dire que c'est price fois quantity, par exemple. Et donc là, on se retrouve avec un objet dont price et quantité sont simplement initialisés à partir des variables, mais que une propriété totale qui est issue de la variable myProp a été créée avec une expression price fois quantity. De nouveau, ceux qui font du React connaissent ça peut-être, mais il y a un truc qu'on fait souvent lorsqu'on écrit des formulaires, on a un champ de type input, eh bien on veut pouvoir capturer la valeur que l'utilisateur saisit et généralement on va mettre à jour le state à partir de la valeur qui évolue au moment où on tape. Ce que certains développeurs font, c'est que pour chaque champ, ils créent une valeur qui gère ce changement, donc ils vont mettre un event handler sur la propriété change, mais ce qu'on peut faire, c'est assigner une variable, une propriété name au champ, donc admettons, je vais le faire dans un éditeur de texte, ce sera plus facile. Donc admettons qu'on a ceci. Hop. Voilà, ici on va avoir la valeur qui est data, je vais l'appeler n'importe comment. Et au niveau du onChange, on va dire voilà, on va dire que c'est nameChange. Et donc on va avoir potentiellement comme ça plusieurs champs. Donc on va dire que ça c'était name. On va dire que ça c'est age. Et donc ce qu'on pourrait bêtement écrire, c'est avoir un event handler pour chaque champ. Donc potentiellement, imaginez vos formulaires dans vos apps, vous en avez régulièrement plus que deux. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir en fait un event handler tout simple, qui en fait va prendre en paramètre l'événement. Et en fait, quand vous allez mettre à jour votre state, comme vous devez créer un objet de mutation pour le state, plutôt que d'avoir la version, bah tiens, quand c'est name, je prends target.value, voilà. Plutôt qu'utiliser la variable name ou la variable age selon le cas où on se trouve, en fait, on va créer un objet avec une propriété dynamique. On va prendre en fait le nom du champ. Et donc, comme le nom du champ ici s'appelle name ou parfois s'appelle age, eh bien, on aura la même méthode qui permettra de gérer la modification du champ, en tout cas la modification du state, pardon, sans devoir dupliquer du code. Alors la seule chose impérative évidemment que vous devez avoir, c'est que le nom que vous spécifiez ici est le nom du champ dans votre state, quoi.
Il y a des gens qui font du React? Ok. Vous connaissiez, j'imagine? Ok. Je parlais pour rien. Mais c'est intéressant de pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, dans certains objets, on pourrait créer des objets dynamiques avec une méthode directement intégrée. Donc, par exemple, si je veux créer un objet math, je vais créer un objet qui contient une méthode add, par exemple, B, et on peut directement intégrer ici. Je fais tout sur une ligne parce que sinon l'interpréteur il m'embête un peu, mais vous allez faire ça beaucoup plus proprement dans votre cas. Voilà, donc là je crée une méthode, un objet qui contient une méthode add, et donc désormais sur mon objet math, j'ai une méthode, et puis je peux passer des paramètres. Voilà. Je prends un coup. Ça va jusqu'ici? Est-ce que je vais trop vite? Pas assez vite? Tout le monde s'en fout. Non, vous êtes timide, j'ai compris. Ah oui, il y a des choses encore plus sympas qu'on peut faire avec les variables. Donc, admettons que je crée un tableau comme ceci. Il y a des choses qu'on peut faire vraiment quand on fait du web et qu'on a typiquement dans la requête HTTP des headers qui sont parfois sous forme de tableau, mais on veut en récupérer qu'un en particulier. Il y a des choses qui sont plutôt chouettes. Donc j'ai un tableau liste et en fait je veux récupérer que le 1 et le 3. Je sais que le premier élément et le troisième élément sont ceux avec lesquels je dois travailler et le deuxième, je sais que je m'en fous un peu, quoi. Eh bien je peux faire ceci, c'est-à-dire affecter le tableau à une espèce d'autre tableau qui va en fait décomposer chacun des éléments. Alors il faut s'assurer évidemment que le tableau qu'on passe, donc le list, a bien ces éléments-là, sinon on se retrouve avec des valeurs undefined. Mais en faisant ceci, on se rend compte que A vaut 1 et que B vaut bien 3. Alors ça paraît un peu barbare de mettre des virgules comme ça sans variable, mais c'est tout à fait légal et syntaxiquement, moi je trouve ça élégant. Peut-être pas tout le monde. Ce que ça permet de faire également, c'est qu'on a tous probablement dans nos cours ou dans les langages peut-être de plus bas niveau dû écrire à un moment une fonction swap où on a la variable, je sais pas moi, je veux dire x, y, et en fait qu'on veut les swapper, et donc on faisait en général une variable temp dans laquelle on mettait a, puis dans a on mettait b, et puis dans b on mettait temp. Hop, puis on renvoie un truc comme ça. Ça, en JavaScript, ce temps est révolu parce que exactement de la même façon, on peut écrire ceci. Donc si je veux swapper A et B, je vais écrire quelque chose comme ça. Voilà. Alors évidemment, ça ne marche pas parce que je les ai définis comme constantes tout à l'heure, mais si je recommence, je mets un let, je mets x et y, et puis je fais x, y. Voilà, donc x vaut 3 au lieu de 1, et y, 1, y vaut 1 au lieu de 3. Donc c'est assez élégant, moi je trouve, de pouvoir écrire un petit swap comme ça. Ça paraît bateau, mais j'ai eu à l'utiliser il y a une semaine ou deux chez mon client, et c'est plutôt pratique. Je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas important. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces objets? Justement, avec les objets, on peut faire quelque chose de semblable. Donc, est-ce que j'ai encore un objet? Non, je vais en créer un. Je vais créer un objet personne. Voilà. Il faut que je lui mette quand même deux champs pour que ce soit quelque chose de correct. Donc là, j'ai un objet personne qui est initialisé, très bien. Admettons qu'il y a plein d'autres propriétés, évidemment, et que je veux faire quelque chose avec uniquement quelques propriétés de ces objets, plutôt que de faire chaque fois personne, first name, etc., etc., je peux en fait récupérer directement certaines propriétés de cette façon-ci. De la même façon que pour les tableaux, mais avec des accolades, vu qu'on est dans le cadre d'un objet. Et on voit que la propriété first name est undefined. Magnifique. Oui, parce que j'ai mis un n minuscule dans mon objet. Erreur. Et donc, si je mets first name, on voit que j'ai Fabien. Donc, on peut déstructurer un objet de cette façon-là. Alors, comme je mets chaque fois des consts, je me fais avoir, je vais mettre personne 2. Alors, imaginons qu'on a un objet un peu plus complexe avec une adresse. Voilà.
Hop. Donc là, on a personne 2. L'objet est bien complet. Mettons qu'on ait besoin que de la street. Eh bien, ça va être pareil. On va pouvoir, je vais le réécrire, on va pouvoir cette fois-ci récupérer que la street, mais il faut quand même descendre au niveau de la structure de l'objet avec le nombre d'accolades qui va bien. Et donc, il va quand même créer... enfin, il faut quand même écrire un truc un peu plus compliqué. Personne 2. Oui, hein. Hop. Donc là, on redestructure l'objet, mais il faut accéder à la propriété adresse avant de pouvoir accéder à la propriété street. Et on remarque qu'on peut accéder comme ça à certains objets. Alors là, par contre, n'abusez pas trop peut-être de ce truc-là, parce qu'on se retrouve vite avec une structure en escalier qui peut peut-être nuire à la lisibilité du code. À vous de voir un peu ce qui va bien, mais quand il faut aller chercher un champ, c'est plutôt pratique. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec le swap, mais imaginons que j'ai... je vais juste faire ça pour avoir à nouveau la mot-clé add. Une fonction add qui peut prendre un nombre... qui prend un tableau comme paramètre. Eh bien, je peux également décider d'éclater ce tableau au sein de ma fonction. Je vais terminer d'implémenter la fonction, voilà, et d'appeler cette fonction en fait avec un tableau. Et là, au sein de la fonction, on voit qu'on accède directement aux éléments. Alors ça ressemble très fort à ce que j'avais expliqué au début, c'est exactement la même mécanique, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut l'utiliser avec les paramètres d'une fonction également. Et pareil pour les objets, donc si j'ai une fonction par exemple greet, je peux en extraire, par exemple, mon first name et mon last name. C'est con, j'ai plus mon personne 2. Hop. Voilà. Ma méthode, elle est complète. Ah, il y a quelqu'un qui suit. Si je reprends mon personne ici, hop. Voilà, eh bien je peux saluer ma personne en passant tout l'objet parce que la méthode derrière ne marche pas. Bah oui, j'ai mis un N majuscule. Enfin bon, vous avez compris le principe. C'est comme tout à l'heure, on peut déstructurer les objets au sein des fonctions. C'est cool, non ? Alors, on a beaucoup parlé des classes. Là, je vais reprendre le code, il y a beaucoup à écrire. Désormais, avec les dernières versions d'ECMAScript, on peut écrire des vraies classes. Alors, commencez pas à lire tout d'un coup, mais cette fois-ci, on a le mot-clé classe qui nous permet de créer une classe avec des constructeurs. Donc, typiquement, le constructeur ici va prendre 2 paramètres, la position en X, en Y de la forme. On peut écrire des méthodes au sein de cette classe qui vont être propres à cette classe. Et on voit que je peux ici définir une nouvelle forme, lui donner sa position. Là, j'affiche l'objet, on va le voir dans le code après. On peut faire une translation et réafficher ceci. Donc, pour ceux qui font de l'orienté objet en Java, en C#, en je ne sais quoi, vous allez être quand même beaucoup plus à l'aise en écrivant ceci plutôt que l'ancienne façon où en fait une shape c'était une fonction et il fallait écrire des prototypes et des trucs comme ça qui n'étaient pas forcément naturels. Voilà. Donc on voit que ici j'ai créé une shape, elle avait des propriétés, et chaque fois la dernière instruction, il plante, je ne sais pas trop pourquoi. Bref, c'est pas important. C'était juste pour vous montrer la syntaxe. On peut faire de l'héritage. Donc là, j'ai une forme qui est rectangle, qui hérite de shape, et donc je peux appeler le constructeur, enfin je dois même appeler le constructeur de la classe enfant avec le mot-clé super. Et on se rend compte que je ne serai pas exécuté vu que mon node s'est cassé la figure, mais je vais recopier-coller ça. Hop. Donc là, j'ai la shape. Maintenant, je définis un rectangle. Et donc, on voit que mon rectangle a bien hérité de shape dans le sens où la propriété x et y sont là et il a des propriétés supplémentaires. Ce qu'on peut faire également, c'est créer des membres statiques.
ça peut avoir son utilité. Par exemple, une classe d'helper, ou même dans la classe rectangle, on pourrait avoir un rectangle par défaut, qui serait une propriété statique. Et donc, il suffit simplement de préfixer une méthode du mot-clé statique. Voilà, donc là, une méthode qui fait des choses vraiment très utiles, d'afficher où se trouve le bar. Et on peut également créer des accesseurs sous forme de getter et de setter. Donc ici, j'ai toujours une forme, un cercle cette fois-ci, donc qui hérite de forme et auquel on passe dans son constructeur un rayon. Et on a une propriété, cette fois-ci, qui n'est pas une propriété réelle, ce n'est pas une variable dans la classe, mais c'est un getter, parce que c'est une propriété qui est calculée. Donc tant qu'on n'y accède pas, on ne fait pas de calcul, mais si on veut accéder au périmètre du cercle, eh bien, on peut avoir cette méthode calculée. La plupart du temps, enfin, c'est une vraie méthode derrière, mais ça ne sert à rien de faire une méthode dans le sens classique. En général, quand il n'y a pas de traitement qui va modifier la structure interne de l'objet, c'est plutôt idéal de faire un getter. Ça semble plus naturel d'écrire ceci, en tout cas pour ma part, plutôt que d'écrire ceci. Juste pour vous montrer que ça marche. Voilà. J'ai essayé de trouver un nombre rond, mais c'était pas évident. Ça sont les classes en ECMAScript 6. Quelle est la suite? Ah oui, il y a un truc assez sympa, ce sont les symboles. C'est quelque chose d'assez neuf. Tout le monde a déjà écrit des énums ou des constantes dans ces langages. En JavaScript, on a la possibilité d'écrire des symboles. Donc un symbole, c'est quoi? C'est le mot-clé symbole, et on peut lui afficher une valeur, lui affecter une valeur. Alors cette valeur, elle n'existe qu'au niveau debug. C'est juste quand vous allez afficher votre symbole dans un interpréteur, dans la console, dans les developer tools de votre navigateur, que vous allez pouvoir l'avoir, mais cette valeur n'est pas stockée au niveau du symbole. Alors à quoi ça sert un symbole? Ça permet, on le verra plus tard quand on parlera des maps, mais de créer des espèces de clés uniques au sein d'une application qui permettent d'accéder à une propriété. Voilà, pour le moment, on peut s'arrêter à ceci. Attention que chaque symbole est unique, donc à chaque fois que j'utilise l'opérateur symbole, j'ai une nouvelle instance d'un symbole. Pour bien vous montrer que la valeur de la string que je passe n'a aucune espèce d'importance, si j'écris ceci, ce n'est pas le même symbole, ce n'est pas la même référence, ce n'est pas la même adresse de variable. C'est juste que la string est utilisée pour débugger. Par contre, si vous utilisez des symboles qui devraient être partagés au sein d'une application, par exemple, parce qu'ils servent à plusieurs endroits, à ce moment-là, il y a la possibilité d'écrire des symboles globaux avec la méthode statique for. Et il est de bon ton de les préfixer d'app ou de ce que vous voulez pour bien définir que c'est quelque chose de global. Là, on se retrouve avec un symbole qui est global et, comme vous vous en doutez, à chaque fois que je vais demander le symbole pour cette clé-ci, il va me retourner la même instance. Donc, c'est assez neuf. C'est quelque chose que je n'utilise pas tous les jours, mais vous allez le voir tout à l'heure, on va parler des maps. Ça prend son sens. Ah ben justement, la feuille suivante, ce sont les maps. Alors les maps, c'est quoi? Les maps, c'est une structure clé-valeur qui permet justement, une sorte de dictionnaire en fait, qui permet d'accéder à des éléments. Donc si je crée un map, voilà, là j'ai mon map, je vais pouvoir ajouter à ce map, non c'est pas add, c'est set, par exemple si je dis key et je dis valeur, voilà, on voit qu'il a rajouté quelque chose. Et si je fais un get de key, il me retourne valeur. Le problème ici, c'est que j'utilise une string qui déjà est encodée en dur dans mon code, c'est peut-être pas terrible. Vous pourriez vous dire, ok, on va faire une constante, mais du coup la constante, il faut peut-être la partager à travers d'autres fichiers, faire des exports, des imports, c'est peut-être pas idéal. Et c'est là où justement où les symboles ont leur sens. Donc si je crée, si j'ajoute, pardon, ici mon symbole, je l'ai appelé comment? Je ne lui ai pas donné de nom, donc je vais en recréer un. Je crée mon symbole. Donc là, la variable s, c'est vraiment un symbole en lui-même, c'est pas new, c'est pas un objet. Ok, super. Alright, voilà. Ah,
Vous avez vu comme je suis un super bon développeur au niveau de mes noms de variables. Pardon, et donc je retourne sur mon map, et là je vais setter une valeur, et là je vais utiliser la clé du symbole, justement, parce que je sais qu'il est unique, et que je vais toujours accéder exactement à la même propriété. Et ici je vais stocker, par exemple, D, et si je fais un get à partir de ce symbole-là, on récupère la valeur. Donc ça c'est plutôt utile. Ce qui est sympa aussi, c'est d'utiliser ce map pour itérer toutes les valeurs qui se trouvent dedans. Et donc, on va faire un for in ou un for off? Tu crois? Vous ne suiviez pas? Ce sera un const off. 10 points pour Gryffondor. Alors, quand on va itérer sur un map, il va nous renvoyer un objet, en fait. Et cet objet, non, un tableau, pardon. Ce tableau va contenir deux valeurs, la clé et la valeur. Et donc, je vais utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'ici, donc déstructurer ceci. Donc, je récupère la clé et la valeur de mon tableau, off, comme l'a dit si bien Christophe, et je vais récupérer toutes les entrées de mon map. Et là, derrière, je vais pouvoir faire un petit affichage qui va bien. Allez, on va essayer de faire ça proprement. Et on va dire que la clé contient la valeur. Tac. On est bon là? On n'est pas bon. On n'est pas bon? Non, jusque-là c'est bon, je crois que le code est bon, mais en fait un symbole ne peut pas être converti en une string. C'est une limitation qu'ils ont imposée justement pour qu'on ne puisse pas trop les manipuler. Alors c'est une limitation assez légère parce qu'en fait on ne peut pas extrapoler le symbole en une string, mais on peut vraiment le convertir. Le truc, c'est qu'avec l'opérateur backtick, ici, mon objet, ma variable key, qui est un symbole, il va essayer de la transformer en string, et c'est ça qui est interdit. Par contre, on peut le faire de manière explicite. Et donc, si j'appelle la méthode toString, ben là, on voit que mon symbole contient une valeur, et évidemment, s'il manque, il y a un espace en trop, on n'a pas la valeur. Voilà. Donc un map c'est super utile. Jusqu'ici, la plupart du temps, on utilisait un objet et on crée des propriétés dynamiques sur cet objet. Mais je pense que c'est pas idéal, surtout au niveau occupation mémoire, parce que cet objet va chaque fois devoir être réalloué dès qu'on ajoute des propriétés, tandis que le map est une structure qui justement est prévue pour être dynamique et a une gestion mémoire qui est plus dédiée. Un nouvel objet aussi qui s'appelle le set, c'est le copain du map. Alors un set c'est quoi? Ça permet de stocker également des valeurs, mais cette fois-ci juste des valeurs, pas de clé, et grâce à ça, il est capable de les stocker de manière unique. Donc si je fais set add, par exemple hello, ce que j'ai oublié de vous dire au niveau du map, ça me revient. L'avantage aussi du map par rapport à l'objet, c'est d'une évidence, j'ai oublié de le dire, c'est qu'il va garder l'ordre d'insertion. Et ça, c'est important souvent. À chaque ajout dans le map, il va indexer en fait ce qui est ajouté. Et quand on va itérer sur le map, il va le faire dans le même ordre que l'ordre d'insertion. Revenons à notre set. J'ajoute hello. Je rajoute DVD. Je rajoute hello. Eh bien, vous voyez que dans mon set, il n'y a jamais que 2 éléments. Donc, il va quand même s'assurer que les éléments qu'on insère sont chaque fois uniques. Ça, c'est cool. On peut itérer également, je vais vite le faire pour vous montrer. Donc, off ou in? Non, off. C'est même pas comique. Hop. J'ai mis clé, mais c'est pas vraiment clé, c'est plutôt valeur. Et donc on peut itérer au niveau de notre set. Faites pas attention, toujours le undefined, c'est la chaîne qui a été interprétée par l'interpréteur Node qui ne renvoie pas de valeur, et donc pour lui c'est undefined. Donc voilà, 2 objets intéressants à utiliser, le set, le map. Donc je ne veux plus voir dans vos codes des tableaux à la place d'un set, et que chaque fois que vous faites un add, vous allez d'abord vous assurer qu'il n'existe pas dans le tableau, ça n'a aucun sens. Utilisez un set. Ce qui est sympa aussi, c'est que si vous avez déjà un tableau avec plein de valeurs et que vous voulez vous assurer qu'elles soient présentes uniquement dans votre tableau, ben vous créez un set à partir de votre tableau. Et puis, potentiellement, vous transformez votre set en un tableau. Et comme ça, vous avez un filtre distinct qui est là.
Alors, on peut parler des promesses un petit peu. Alors, je vois que le temps tourne, donc on va accélérer un petit peu. Les promesses, c'est quoi? C'est une nouvelle, ça existe depuis un paquet de temps, mais c'est une bonne pratique pour pallier à ce qu'on appelle le callback hell en JavaScript. La plupart du temps, vu que JavaScript n'est pas... c'est particulier, il est synchrone, mais il n'y a jamais qu'un thread, donc pour faire de l'asynchronisme, c'est un peu compliqué. Donc quand il y a des traitements qui prennent du temps, genre aller accéder à une ressource réseau, lire un fichier, des choses comme ça, on passe un callback. Donc on va appeler une méthode get qui va faire un HTTP get, et on lui passe un callback qui prend en paramètre la réponse, et quand la réponse arrivera, on fait des choses avec cette réponse. Malheureusement, si au sein de cette réponse, on veut faire quelque chose d'autre qui est asynchrone, on aura un deuxième callback, un troisième callback, un quatrième callback, et on se retrouve avec une structure en escalier, comme ça, que vous avez probablement déjà tous vu, et qui est immaintenable et illisible quand on écrit du code qui va bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus. Et donc, désormais, on a ce qu'on appelle des promesses, c'est-à-dire qu'on va exécuter du code et on va lui dire « Tiens, quand tu as fini, fais ceci ». Et puis, si ceci est également asynchrone, on peut potentiellement chaîner « Tiens, et après, fais cela, et après, fais ceci ». Alors, comment ça fonctionne? Ici, j'ai deux méthodes. J'ai fait une méthode sans promesse, donc à l'ancienne, où je passe un nombre de millisecondes et je lui passe un callback. Callback qui va être exécuté après que ce nombre de millisecondes soit passé. Et cette fois-ci, avec les promesses. Donc, je ne fais pas directement mon setTimeout, mais je renvoie un objet promesse. Et cet objet promesse prend un callback qui a deux paramètres. Paramètre resolve et un paramètre reject. Et selon que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on va utiliser resolve ou reject. Donc resolve quand ça se passe bien et qu'on veut renvoyer une valeur, ou pas du tout, mais ça peut dire que ça se passe bien, ou reject quand il y a eu une erreur. Et là, il est de bon ton de renvoyer quand même une erreur. Et donc vous allez voir que dans ce cas-ci, je dois passer un callback en direct. Alors ici, il n'y a pas d'escalier parce que j'ai pas un code qui est super long. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est de voir, j'ai passé une ligne, comment c'est écrit avec les promesses. Et là, ça devient lisible. On peut écrire du code, entre guillemets, fluent et avoir une lecture un peu à l'anglaise et dire, voilà, avec ma promesse de 2000 secondes, ensuite je veux faire ceci, et ensuite je veux faire cela, etc. Lorsqu'il y a une erreur, donc lorsque j'utilise le mot-clé reject, à ce moment-là, on peut utiliser le mot-clé catch. Donc le then, c'est pour continuer avec la promesse quand tout se passe bien, et le catch, c'est justement quand il y a une erreur dans toute la chaîne de promesses qui survient. À ce moment-là, on trappe l'erreur et on fait quelque chose de différent. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on a plusieurs promesses concurrentes et qu'on doit attendre qu'elles soient toutes finies. Donc, toujours en réutilisant ma méthode ici withPromise, qui fait rien d'intelligent, je vous le concède, mais qui attend un certain nombre de temps, eh bien, on peut voir que je lance 3 promesses avec un timing différent, mais que je veux attendre qu'elles soient toutes les 3 finies. À ce moment-là, j'utilise la méthode staticAll sur l'objet promesse, et je dis quand tout le tableau de promesses est terminé, eh bien, alors, je peux continuer mon traitement. Donc, quand on a des requêtes concurrentes qui sont envoyées vers un serveur, mais qu'on a besoin de chacune des réponses avant de pouvoir continuer, c'est typiquement ce qu'il faut utiliser. Je ne vais pas vous montrer les exécutions, vous savez, vous imaginez bien comment ça fonctionne. Alors on en vient à quelque chose de très sympathique qui sont les itérateurs. On en a vu un sans en parler. Chaque fois qu'on utilise un for blablabla off, on utilise un itérateur. Les itérateurs, c'est quoi? Ceux qui font du C#, vous connaissez les structures IEnumerable et enumerable. Eh ben, c'est à peu près la même chose. Alors ici, je souhaite pouvoir itérer sur les nombres de Fibonacci. Alors typiquement, on va faire une méthode qui sera récursive, qui prend en paramètre le nombre de nombres sur lesquels on veut itérer. Mais ici, j'ai triché un peu pour vous montrer ce que c'est les itérateurs. Je crée un objet qui a une propriété dynamique avec un symbole bien particulier qui est un symbole itérateur, qui définit que cette méthode est un itérateur. Et dans cette méthode, j'implémente l'algorithme tout simple que vous connaissez pour récupérer le nombre suivant de Fibonacci. Et là où ça devient intéressant, c'est que je peux écrire quelque chose comme ceci, où en fait je vais itérer sur cet objet à l'infini, et à chaque fois,
la méthode next ici que je renvoie au sein d'un objet. Donc toutes les notions qu'on a vues depuis le début de la session sont reprises dans ce genre d'exemple, avec la déstructuration des tableaux, avec les swaps, etc. Dans cet objet, l'itérateur, donc le moteur JavaScript, va chaque fois appeler la méthode next et donc va calculer le nombre suivant. Et donc pour chaque occurrence dans le bloc, le scope ici de mon for, eh bien on va afficher le nombre suivant. Et comme ici on se trouve au sein d'un objet, que ces deux variables-là sont scopées au sein de l'objet, tant que l'objet ne disparaît pas, eh bien on garde les valeurs previous et current qui s'incrémentent à chaque fois qu'on passe au nombre de Fibonacci suivant. Alors évidemment, l'itérateur, il pourrait aller à l'infini, et donc je mets quand même une petite limite, où lorsque le nombre retourné est supérieur à 1000, ben, je sors de ma boucle, sinon j'en sortirai jamais, quoi. Tant que ça peut s'exécuter, ça s'exécute. Je vous montre l'exécution de ça, parce que c'est assez sympa. Hop. Et voilà, on a affiché quelques nombres de Fibonacci tant qu'on n'a pas dépassé 1000. Donc itérateur, c'est plutôt sympa. Maintenant, il y a mieux encore que l'itérateur. Il y a les générateurs. Les générateurs, ça ressemble un peu aux itérateurs, mais ils ont l'avantage... alors dans mon exemple, on ne le verra pas parce que j'ai pas eu le temps de préparer un exemple bien précis, mais on peut les mettre en pause. On peut potentiellement dire, OK, je m'arrête là, typiquement quand on arrive à 1000 ou des choses comme ça. Et l'implémentation est un poil plus simple, je trouve. Donc si je les compare tous les deux, donc, à gauche l'itérateur, à droite le générateur. Et donc cette fois-ci, je préfixe ma propriété d'une étoile pour spécifier que c'est un générateur, même si le symbole derrière est un itérateur. Et l'implémentation est à peu près la même. Et cette fois-ci, on utilise le mot-clé yield, qui est le même mot-clé que pour ceux qui font du C#. Je ne sais pas si ça existe en Java, ce genre de choses. Mais ça nous permet justement de ne pas boucler à l'infini, mais de juste renvoyer la nouvelle valeur tant qu'on demande des valeurs. Après, au niveau de la boucle, j'ai repris la même, je ne me suis pas trop cassé la tête, mais c'est une implémentation un peu plus simple. Alors, dans quoi sont utilisés les générateurs? Je ne me souviens plus. Je sais que dans les dernières méthodes de JavaScript, ça existe, mais je ne saurais plus vous dire comme ça ne me revient pas. Et donc, comme vous en doutez, j'exécute ceci. On se retrouve avec les mêmes résultats. Voilà, c'était beaucoup de code. Je pense qu'au niveau du code, on va arrêter là. Donc tout ça, on en a parlé. Je vous donnerai les slides. Ce dont je n'ai pas parlé, parce que ça ne servait pas à grand-chose de passer du code là-dessus, c'est que sur des objets qui existaient avant, dans les versions précédentes de JavaScript, il y a de nouvelles choses. Il y a la méthode statique assign sur un objet qui permet de dynamiquement créer de nouveaux objets. Je peux peut-être vite le montrer ici. Donc si je crée un objet avec la propriété A et que derrière j'ai un objet avec la propriété B, eh bien en fait je peux les concaténer avec object assign. Et il va me renvoyer un objet qui fusionne les deux éléments. Alors c'est très gentil, mais il y a encore même plus court que faire ça. C'est qu'admettons que je veux créer un nouvel objet, là j'utilise les trois petits points qui sont le spread operator, et je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Je vais concaténer en fait les deux objets en un objet, et donc je ne dois pas forcément utiliser la méthode statique object.assign. Moi j'aime bien le trois petits points. De nouveau, ceux qui font du React connaissent ça déjà depuis un moment. Ceux qui font du Redux aussi connaissent ça, parce qu'en général c'est en utilisant le spread opérateur qu'on change le state de l'application. Sur les tableaux, il y a des nouvelles méthodes qui n'étaient pas disponibles avant, typiquement la méthode find. Avant on faisait un index off et on vérifiait qu'on n'avait pas un index -1. Le find permet de faire une recherche et en plus de lui passer un prédicat, de récupérer finalement chaque objet qui se trouve dans le tableau et de tester s'il existe ou pas. Find index, c'est la même chose qu'un index off, mais on peut lui passer un prédicat. Filter permet de retourner un nouveau tableau contenant que les éléments qu'on lui passe également dans un prédicat. Au niveau de l'objet string, on a une méthode repeat. C'est pas super utile, mais quand on veut faire des tableaux, par exemple, des petites étoiles, quand on est en mode texte, par exemple, plutôt que taper 80 étoiles, on fait repeat star, virgule 80.
Méthode StarSwift et EndSwift permet évidemment de tester si la chaîne de caractères commence ou termine par la valeur qu'on lui passe. Et include permet de regarder qu'une sous-chaîne de caractères existe dans la chaîne de caractères. De nouveau, avant, on faisait un index off et on vérifiait que l'index n'était pas -1. Sur l'objet number, on a des nouvelles méthodes qui sont isNaN. Donc, d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un n majuscule, le deuxième n. Est-ce que le nombre n'est pas un nombre? Est-ce qu'il est fini? Est-ce que c'est un entier qui est save? Alors save integer, en gros, ça veut dire est-ce que cet entier est précis? Est-ce que justement, tellement qu'il peut être large, est-ce que la précision est suffisante? Au début de la session, je vous ai montré quand je mets 16, 9, le nombre n'était pas précis, il me l'a tronqué à la valeur supérieure. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer un truc dans les bizarreries. On a une méthode... non, c'est pas ça. Je sais plus. C'est number, min, je crois. Non, c'était pas ça, c'est sur math. Voilà, on a mathmin, c'est assez intéressant. Comme bizarrerie, c'est qu'on a également une propriété max. Et donc, est-ce que mathmin est inférieur à mathmax? Tout le monde parierait sa chemise pour dire que c'est true. Et en fait, c'est false. Ça me revient maintenant, je ne vais pas montrer tout à l'heure, mais c'est un peu spécial, quoi. Et donc, pour revenir aux nouvelles méthodes, on a aussi une propriété statique epsilon qui permet justement de faire une différence entre deux nombres très grands et de voir que justement la précision, parce qu'il y aura une différence de précision, est inférieure à epsilon. Epsilon, c'est une espèce de constante qui est la précision maximum que JavaScript peut avoir dans la comparaison de deux nombres. Et donc, quand les nombres sont très grands, souvent on va les soustraire, le plus grand moins le plus petit, et si le résultat de la soustraction est inférieur à epsilon, c'est que les nombres sont quand même égaux, même s'ils ne le sont pas totalement. Sur l'objet math, on a trunc et sign. Trunc qui permet de tronquer un nombre. Avant, on passait par la méthode toFixed sur un nombre et ça avait parfois des résultats étranges. Cette fois-ci, c'est un peu plus précis. Et sign qui nous permet de récupérer le signe du nombre s'il est négatif ou positif. Les promesses, on en a parlé. Les itérateurs, on en a parlé. Générateurs aussi. Alors là, on rentre dans des concepts un peu plus avancés, mais on peut faire un peu de métaprogrammation. Reflect, pour faire de la réflexion, ceux qui font du C# du Java connaissent ça probablement. On peut récupérer des métadonnées sur les objets qui sont en mémoire, est-ce que telle propriété existe, etc., de manière plus safe qu'avant. Avant, on faisait un object.keys pour récupérer toutes les propriétés d'un objet, il fallait s'assurer que c'était une vraie propriété et pas une propriété built-in, etc. Cette fois-ci, c'est un peu plus propre. Et l'objet proxy, qui est assez intéressant, qui permet de proxifier l'accès à une propriété d'un objet qu'on ne peut pas modifier. Je m'explique, j'ai eu affaire, il n'y a pas longtemps, j'ajoutais quelque chose à un tableau, et c'est ça, je pense que je faisais un push à un tableau, et je voulais m'assurer avant que la valeur que je pushais dans ce tableau était conforme à certaines règles. Et donc, on peut créer un proxy au-dessus de ce tableau et overrider l'accès à certaines méthodes ou certaines propriétés. Et on passe une nouvelle méthode dans laquelle on fait le travail qu'on doit faire, vérifier les valeurs en entrée, etc., potentiellement déclencher une erreur. Et si tout se passe bien, on fait un fallback vers l'implémentation naturelle. Voilà, ce n'est pas utilisé tous les jours, mais c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir la documentation là-dessus. Et finalement, on a enfin des objets permettant de formater des nombres, de formater des dates de point de vue au niveau international. Donc jusqu'ici, on était cantonné dans le navigateur à pouvoir formater la date dans la locale du navigateur, ce qui pose souvent problème en Belgique avec des applications françaises utilisées sur des PC néerlandophones ou des navigateurs en anglais et alors que l'application est en français, etc. Cette fois-ci, il y a tout un tas d'outils qui nous permettent de formater des nombres dans une locale bien précise, exprimé en fr-be par exemple. Et il y a tout un tas de nouveaux tableaux typés, je n'ai pas d'exemple ici parce que c'est des cas bien spécifiques, mais on peut faire un tableau de buffer, des entiers non signés, des entiers, des floats, etc. etc. On l'utilise un petit peu quand on doit gérer des fichiers, qu'on lit un fichier qui a été uploadé, par exemple dans le navigateur, souvent on va se retrouver avec un blob ou un array buffer. Voilà, c'est hors du scope ici de la présentation, la documentation
est à disposition. Tous les exemples que je vous ai montrés, autant les bizarreries que les bonnes pratiques sont disponibles sur le GitHub. Les slides seront partagés sur Twitter probablement dans la journée, relayés par l'équipe du DevD. En attendant, si vous voulez noter le GitHub, je vous invite à aller voir. Et j'espère que cette session vous a plu. S'il y a une question ou l'autre, ou si vous voulez me voir dans la journée pour discuter de JavaScript ou de basket, ou d'Instagram, ou de photos. Ça renvoie 1 ou 0 selon que ce soit signé ou non signé, oui, c'est ça.